Bonjour ici, salut là-bas. Ravi de vous retrouver, bienvenue sur France O et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Ça s'appelle Flash Talk et c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. La ville, aujourd'hui, c'est Paris. Et ma chère Sonia, nous allons parler pornographie. Et oui, chaque année, plus de 100 milliards. Oui, 100 milliards de vidéos porno sont regardées gratuitement sur Internet. Les sites X cumuleraient plus de trafic qu'Amazon, Netflix et Twitter réunis. Rendez-vous compte, les adolescents y sont confrontés de plus en plus tôt. À 17 ans, un jeune sur deux a déjà surfé sur un site pour adultes. Alors, est-ce que ça pose problème dans leur éducation sexuelle? Est-ce qu'il faut interdire, limiter l'accès aux X? Voilà, c'est toutes les questions qu'on va vous poser aujourd'hui. Vous connaissez l'émission Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire ce débat. C'est vous qui l'a filmé d'ailleurs avec votre smartphone. Vous y participez aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, hashtag FlashTalk, sur Instagram aussi, nouveauté, avec le compte @FlashTalkOff avec 2 F, off comme officiel. Notre community manager s'appelle Damien, il va tout lire et il va tout m'envoyer. Et à côté de lui se tient notre cartooniste de la semaine, il s'appelle AC. Lui aussi va regarder attentivement l'émission et j'irai le voir à la fin. Je vous ai dit, on filme l'émission. Qui a envie de filmer cette émission? Ici, levez la main, mademoiselle. Alors attention, c'est pas parce qu'on fait une émission sur le porno aujourd'hui que parce que je vous passe le portable, vous allez faire des trucs chelous avec, ok? On vous pose la première question, Sonia. Qui a déjà vu un film porno? Qui est déjà tombé sur des images pornographiques? Voilà, moi je vais aller par là. Bonjour mademoiselle, c'est quoi ton prénom? Zen. Ça va? Ça va et vous? Où est-ce que tu habites toi? 12e, dans le 12e Dominique. Ah, t'es venu en voisine? On est chez toi aujourd'hui alors. Exactement. Est-ce que t'es déjà tombé sur des images pornographiques? Déjà vu un film? Oui, ouais, je vais dire la vérité. Ouais. Mais comment toi? C'est toi qui allais chercher ou alors c'est un pop-up qui est arrivé comme ça? En fait, c'est la curiosité surtout, c'est vraiment la curiosité. Après, on veut savoir ce que ça fait, on veut voir comment c'est, et puis voilà. Est-ce que c'est honteux de tomber sur ce genre d'image, de mater du porno? Non, moi, je trouve pas ça honteux. Enfin, je trouve que ça fait partie de la vie. Ouais. C'est un peu notre éducation sexuelle à nous. Enfin, faut qu'on en voit pour Quel âge tu as toi? 18 ans. Et tu es allé chercher à quel âge? Là, c'était récemment, ça fait pas très longtemps que j'en ai vu. Ah, moi je pense qu'elle ment. Je pense qu'elle ment. J'avoue. Il suffit de gratter un petit peu dans Flash Talk Sonia, c'est tout simple. C'est un peu notre éducation sexuelle à nous. Je crois que le débat commence à être posé. J'ai vu des jeunes garçons là qui avaient levé la main tout à l'heure. Bonjour messieurs, ça va bien? Oui, ça va. Comment vous vous appelez? Eddy, Eddy, vous avez quel âge Eddy? j'ai 17 ans et demi. Est-ce que vous avez déjà vu un film porno? Bah oui. Bah oui. Elle est bête ma question, c'est ça? Ouais, un peu. Mais c'est pas Évident. grave. À 17 ans, tout le monde a déjà vu un film porno? Avec Internet maintenant, aujourd'hui, c'est facile de regarder. Donc pour moi, ça me choque pas. Donc après, j'ai vu ça à quel âge? Vers 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans? Ouais, parce qu'avant, j'étais pas trop Internet. Mais là, après, une fois t'es dedans, toutes les pubs et tout, une fois tu tombes après. Et comment vous êtes tombé dessus à 15 ans, 16 ans? Ouais, je sais plus, je crois que c'était au collège. Un ami à moi. Dans l'enceinte du collège? Ouais. J'avais pas de téléphone à cette époque. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient me montrer une vidéo, je savais pas c'était quoi. Donc, C'était un copain qui avait un téléphone et qui vous a montré la vidéo dans l'enceinte du collège. Ouais. Et est-ce que vous avez été choqué? Est-ce que vous avez été étonné? Non, j'ai découvert la vie un peu. Maintenant, j'ai compris ce que faisaient les parents le soir. C'est tout. Parce que pour vous, le porno, c'est la vie. Hein? C'est pas que c'est la vie, mais c'est important dans un couple en fait. Mais après, pour les jeunes, ça choque. Mais pour moi, ça choque plus. Mais vous êtes au courant que les relations sexuelles, ça se passe pas forcément comme dans les films porno? Ou pour vous, c'est la même chose? Bien évidemment. 30 minutes, c'est long. Alors que des fois, c'est 1 minute, on sait pas. Merci de votre franchise, en tout cas. Depuis l'arrivée d'Internet et du porno amateur, la consommation du X explose, notamment chez les plus jeunes. On l'entend justement autour de ce tapis. Faut-il s'en inquiéter? Voici le data flash de Juliette Jean. 273 millions. C'est le nombre de pages pornographiques visitées sur Internet tous les jours dans le monde. Un chiffre exponentiel puisqu'aujourd'hui, l'accès au porno est très facile. Plus besoin d'aller discrètement louer un DVD ni de payer pour regarder un film X. Une connexion Internet suffit. L'industrie du porno compte maintenant des multinationales du sexe. Le leader, MindGeek, une entreprise américaine qui détient les sites Pornhub ou encore YouPorn. Son chiffre d'affaires annuel officiel, 500 millions de dollars, soit 40 fois celui de l'entreprise française de porno amateur, Jackie et Michel. Et la consommation forcément explose, notamment chez les plus jeunes.
En 2017, 50% des adolescents de 15 à 17 ans ont déjà surfé sur un site pour adultes, contre 37% en 2013. Et ces pratiques influencent leur sexualité. Près d'un jeune sur deux a tenté de reproduire des scènes vues dans des films X. Faut-il craindre que les jeunes s'éduquent avec la pornographie ? Faut-il craindre que les jeunes s'éduquent avec la pornographie ? C'est la question que je vais vous poser, cher Doc Christian Spitz. Vous êtes pédiatre de profession et pendant des années, vous avez écouté et conseillé les jeunes, notamment sur les questions de sexualité, sur une grande radio. Alors, est-ce que c'est inquiétant, de votre point de vue, cette consommation du X chez les jeunes ? Oui, bien sûr, c'est très inquiétant. Et d'ailleurs, le syndicat des médecins gynécologues s'est alerté encore récemment. Cette surconsommation. Je rappelle déjà dans un premier temps que normalement il faut être majeur, donc il n'y a pas de contrôle, aucun contrôle. Évidemment que ça influence les comportements sexuels, c'est une découverte qui peut traumatiser certains. Je rappelle que parfois avec les smartphones, des enfants dans le primaire sont confrontés à ces images, c'est chose qui ne les concerne absolument pas. Mais moi je suis effectivement choqué par cet énorme laxisme dans la société. On donne des téléphones portables à des gens jeunes sans les prévenir. Les parents n'interviennent pas assez. Et je rappelle qu'il y a quand même le contrôle parental possible. Et puis, moi, je crois qu'il y a une chose essentielle. Je ne vais pas parler de ça parce que ça ne m'intéresse pas de parler de la pornographie. Mais les parents doivent poser la question. Est-ce que tu as déjà visionné un film pornographique ? Bon. C'est pas facile comme question à évoquer avec son ado. Non, mais c'est possible, bien sûr. À ce moment-là, on prend un tiers. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'évacuer les détails. Parce qu'il y a quand même une constante qui est dite et que personne ne peut nier, c'est effectivement l'objectisation de l'individu dans ces images. C'est une réalité, personne ne peut aller contre cette idée-là. Et je crois que cela, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de violence. Cette violence, elle n'est pas anodine. Elle va en résonance chez des enfants qui parfois sont fragiles et fragilisés. L'adolescence, c'est un passage. Et que donc, il faut savoir, les adultes doivent intervenir, expliquer, non pas dans les détails, mais que ce n'est pas la réalité. Et puis pour les plus jeunes, à accéder au contrôle parental pour éviter d'avoir accès à ces images extrêmement choquantes pour les plus jeunes. Il y a déjà pas mal de choses qui se disent sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Olivier, par exemple, nous dit « Le porno fait l'éducation sexuelle des ados d'aujourd'hui. Ne pas légiférer sur la capote dans les pornos et lutter contre les MST est un non-sens. » N'hésitez pas, vous aussi, à nous dire ce que vous en pensez. Hashtag FlashTalk, Facebook ou évidemment Instagram. Je me tiens aux côtés de Nikita Bellucci. Comment ça va, Nikita ? Très bien, merci. Bienvenue sur le plateau de FlashTalk. Si je ne me trompe pas, tu as arrêté le X. C'est ça, puisque tu étais actrice de films pour adultes, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, actrice pornographique. Voilà, c'est ça. Et du coup, si je ne me trompe pas non plus, tu as été harcelée derrière par pas mal de gens. Et toi, tu pousses un cri d'alarme, à savoir comment est-ce que... Enfin, en gros, retenez vos gamins, quoi. Mais en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que moi, je reçois des messages d'enfants de 12 ans, 11 ans, etc., qui me demandent en fait des faveurs sexuelles. Voilà, il n'y a plus du tout de limite. Donc, sur mes réseaux sociaux, j'ai expliqué que ce n'était pas à moi de faire l'éducation des enfants. C'était aux parents de vérifier ce que font les gamins quand ils rentrent de l'école, de surveiller ce qui se passe dans les téléphones. Parce qu'on communique, par exemple, sur les vidéos de décapitation Daesh, etc. On va en parler. Mais le porno, on n'en parle pas parce qu'on se dit, je ne peux pas en parler, parce qu'on rentre dans la sphère de l'intimité. Et voilà. Et sauf que si on n'en parle pas, ça ne protège pas l'enfant. Et après, il est livré à lui-même, quoi. Donc toi, tu serais pour plus de prévention et de pédagogie, oui. D'abord, pas pour interdire le X, comme ça se fait dans de nombreux pays. Non, il n'y a pas à interdire, il y a protéger l'enfant. Donc, communication, pour moi, la communication, c'est la base de l'éducation. Donc, si on n'a pas, on voit les dérives après. Tu parlais justement du coup de gueule que tu as passé. Est-ce que tu as été entendue ? Non, parce qu'une actrice porno qui prend la parole, déjà, clairement, on s'en fout. Ça va faire du buzz parce que c'est une actrice porno, une travailleuse du sexe, donc il va y avoir du clic. C'est ça qui va faire réagir, mais on ne va pas réagir réellement sur les problèmes de fond. C'est juste ça. Voilà. Bon, tu restes avec nous tout au long de l'émission. Merci en tout cas pour ta présence, Nikita. Alors, il faut savoir, puisque vous parliez d'interdire le X, que c'est le cas aujourd'hui dans 91 pays du monde, le Soudan, l'Iran, le Pakistan. Sandrine Goldschmidt, bonjour. Vous êtes militante au NI, un mouvement qui réclame l'abolition de la prostitution. Et pour vous, finalement, la pornographie, ce n'est qu'une autre forme d'exploitation. Et vous réclamez, vous, carrément,
l'interdiction, c'est ça, de la pornographie? Nous, en fait, on milite pour l'interdiction d'achat d'actes sexuels, qui aujourd'hui est dans la loi, avec la loi du 13 avril en France. Or, pour nous, ce qu'on appelle aujourd'hui film pornographique, c'est de la prostitution filmée. Ça veut dire qu'il y a dedans ce système des personnes qui en profitent pour avoir de l'argent, pour faire du profit, et des personnes qui en sont les victimes, qui sont les actrices et parfois les acteurs, qui en fait font des actes sexuels sur commande, et uniquement la seule raison du consentement est l'argent en réalité. Or, clairement, dans les actes qui se déroulent sur les plateaux de tournage de l'industrie pornographique, ce sont des actes où il n'y a pas de désir, c'est l'argent qui est le moteur du consentement. Et pour nous, ça pose un problème. Et dans ce cadre, en fait, avec la loi en France qui aujourd'hui interdit l'achat d'actes sexuels, on pense qu'il y a énormément d'actes qui se déroulent dans le cadre de la pornographie, qui sont en fait des actes qui devraient être interdits. Alors moi, je me tiens toujours aux côtés des actrices pornographiques. Nikita Bellucci, qui est là, qui, elle, a arrêté, mais malgré tout, je vois que ça bouillonne du côté de chez Nikita. Et Lisa Del Sierra aussi, qui est là, toujours en activité. En fait, tu as arrêté, puis tu as repris, finalement. C'est ça. Comment ça va, Lisa? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Je vois aussi que tu t'énerves, là. Je m'énerve, enfin oui et non. Disons que effectivement, nous sommes des travailleuses du sexe. Ça n'est pas un secret. On fait des prestations sexuelles contre de l'argent. Maintenant, il ne faut pas tout mélanger. On n'a jamais dit que le porno avait une vertu éducative. Bien au contraire, on s'en défend maintenant depuis très longtemps. C'est destiné à un public majeur qui veut pimenter sa vie sexuelle ou à des personnes seules qui ont besoin de se stimuler un petit peu tout seul. Donc le fait de vouloir interdire le porno, c'est aussi interdire la vie sexuelle des adultes. Et ça n'est pas possible en fait. On a le droit aussi à des libertés individuelles dans ce pays. Notamment, j'ai le droit, dans ma liberté individuelle, de me prostituer. Voilà. Et la loi contre le racolage et ces choses-là, elle est très bien faite, ça protège beaucoup de gens. Je pense que le porno, en tout cas pour moi, de manière personnelle, a été une manière de me construire en tant que femme. Bien évidemment, il faut protéger les femmes qui se prostituent, qui sont au cœur de systèmes où la femme est dégradée. Ça n'est pas le cas dans le porno, vraiment pas. Alors, les images que les gens voient, ce sont les images que les gens voient. Les tubes envoient des images massives, violentes. L'intérêt est de faire du clic. Ça n'est pas le porno que nous faisons en France, en respectant la loi, puisque les industries françaises respectent la loi. Mais interdire le porno, ça serait vous interdire à tous d'avoir une sexualité épanouie. Et je pense que ça n'est pas une solution. Vraiment pas. Merci, Lisa. La réponse de Sandrine Goldschmidt. Alors en fait, nous, ce qu'on voit, c'est la même chose dans la prostitution en réalité. Ça fait depuis des décennies que le mouvement d'Uni rencontre et accompagne des personnes prostituées, dont beaucoup d'entre elles aujourd'hui, on sait, sont à la fois dans la prostitution de rue ou sur Internet ou dans la prostitution filmée. Mais ce que nous, on voit dans nos expériences, dans les rencontres qu'on fait, avec une immense majorité des personnes, c'est que ce sont ces mêmes parcours ultra majoritairement, c'est cette ultra-violence, en particulier dans la prostitution filmée, qui constitue l'immense majorité de ce qui se fait. Est-ce qu'il y a des violences? Est-ce que vous avez déjà subi des violences? Alors, je pense que pour ce qui est du porno, vous n'êtes pas très bien renseigné. Je ne vais pas parler de la prostitution de rue ou d'Internet, je ne connais pas. Donc, je ne me lancerai pas là-dessus. Mais pour ce qui est du porno, je suis plutôt renseignée. Je pense que pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas eu de parcours violent. Moi-même, je viens d'une famille particulièrement aisée. J'ai fait mes choix et je les ai assumés et j'en suis très fière. La plupart d'entre nous, on a fait des études. Certains ont même une vie professionnelle à côté. Moi, je suis aide-soignante au quotidien. Donc, voyez-vous, on n'est pas tous dans quelque chose de très sombre, où tout le monde se drogue, où on paye des commissions à des agents. Il n'y a pas d'agents en France et on n'a pas de proxénète. On fait ça pour nous, on fait nos choix, on travaille comme des entreprises. Je pense que c'est un métier extrêmement féministe d'ailleurs parce que les filles travaillent pour elles, la plupart sont auto-entrepreneurs, elles payent leurs charges, elles existent et elles ne doivent rien à personne. On en reparlera et je crois d'ailleurs, j'ai lu que le porno était l'un des rares milieux où les filles sont mieux payées que les garçons. C'est ça? Vous confirmez? Ah, je confirme. Oui. Moi, je suis comédien. Donc je travaille avec les personnes qui sont là, Lisa, Nikita, John. Je confirme qu'en effet, les femmes, et j'en suis très content, qu'il y ait au moins un domaine dans lequel les femmes puissent être mieux rémunérées parce que pour les mettre en avant, c'est elles qui sont mises en avant. C'est très bien quand c'est comme ça. Mais moi, il y a quelque chose que j'aimerais rappeler, c'est que je ne considère pas que les collègues que j'ai là sont des prostituées. Si je peux faire une analogie. Je veux faire l'analogie d'un pilote de Formule 1 et d'un chauffeur de taxi. Ils utilisent tous les deux le même médium, qui est une voiture, et pourtant les finalités sont totalement différentes. On utilise un médium qui est notre corps, on utilise la sexualité, mais on ne l'utilise pas du tout pour les mêmes raisons. Une prostituée, elle va contenter un client,
contre l'argent. Alors après, évidemment, il y a des systèmes en place de proxénétisme qu'il faut combattre, et je pense qu'on est tous d'accord ici pour le dire. Mais les actrices de films pour adultes, je préfère utiliser ce terme-là, n'ont pas du tout le même métier. On est là pour servir un réalisateur, pour réaliser des séquences devant une caméra, et c'est pas du tout le même métier. Voilà, je voulais préciser ça parce que c'est assez important. Alors, je vous présente quand même, parce que j'ai pas eu le temps de vous présenter, vous avez pris la parole comme ça. Vous êtes Rico Simons, donc acteur de films pour adultes depuis 11 ans. Vous avez été nommé au Hot d'Or et au AVN Awards, les Oscars du X en quelque sorte. Vous avez quelques 140 films à votre actif. Probablement plus. Bon, je les ai pas tous comptés. Merci d'être là avec nous en tout cas, et de participer à ce débat qui va se poursuivre. J'adore Sonia, elle fait comme si je les ai pas tous comptés, elle les a tous à la maison. Arrête Sonia, s'il te plaît. Puisqu'on parle d'Internet et d'éducation, je me tiens aux côtés de Samuel Sivy, qui est porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement. Comment ça va Samuel ? Ça va. Merci d'être nous avoir rejoints sur le tapis de Flash Talk pour ce débat. Alors, quelle est votre position là ? Là, vous êtes en plein dedans. Là, hein. On dit que les parents ont une grande responsabilité dedans, et c'est vrai. Le problème, c'est que les contrôles parentaux ont des limites et ils sont très faciles à contourner de toute façon. On peut contourner les contrôles parentaux ? C'est moi que vous le dites. Non, mais bien évidemment, vous regardez sur Internet, la première chose qu'on trouve, c'est comment les contourner. Et donc, on trouve déjà que l'interdiction des portables à l'école va dans la bonne direction, puisqu'il y aura au moins un moment dans la journée où nos enfants ne seront pas peut-être confrontés à ces choses-là. Au début de l'émission, on parlait avec l'actrice Nikita Bellucci, pardon. Elle parlait, elle, de plus de pédagogie et justement d'éducation. Est-ce qu'il faut qu'on en parle aux enfants ? Vous-même, vous en avez parlé avec les vôtres ? Moi, j'ai eu un peu de mal, j'avoue, à en parler aux miens, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'en parler avec nos enfants. Mais de toute façon, ils n'ont pas à être confrontés à ces images. En fait, quand on était jeune, il fallait vraiment faire la démarche, aller chercher une cassette ou etc. pour trouver un film pornographique. Maintenant, les jeunes, en fait, il suffit qu'ils aillent sur un site de partage de vidéos et à un moment ou à un autre, ils tomberont sur un pop-up avec des images pornographiques. Donc ça peut arriver sans le chercher. C'est un vrai souci. Est-ce qu'il faut des cours d'éducation sexuelle à l'école ? Parce qu'on nous en parle, mais est-ce que c'est effectif ? Il y a certains cours, ils sont probablement pas suffisants. C'est quelque chose de difficile. Et là, je crois qu'il y a même un quart des établissements scolaires qui devraient le faire, qui ne le font pas. Une grande partie des établissements ne le font pas. Mais là, en plus, on a été face à une évolution de la société et de la technologie qui a été tellement rapide qu'il est très difficile à l'institution scolaire et aux familles de s'adapter. À personne à l'avenir, c'est venu tellement vite. Donc voilà. Alors, comment protéger nos enfants ? Je vais poser la question à un professionnel, Gordon Choisel, puisque vous êtes le président de l'association Innocence, qui a pour mission justement de protéger les enfants contre ces risques d'exposition à la pornographie en ligne. On a parlé du contrôle parental. Vous confirmez que ça ne sert à rien, que c'est trop facilement contournable ? Techniquement, oui, c'est facilement contournable. Et le vrai problème, c'est qu'en installant le contrôle parental, les parents pensent qu'il y a une sécurité, alors même qu'il n'y a pas la sécurité. Du coup, ça peut engager les parents dans une démarche sécurisante, alors même qu'il n'y a pas de sécurité. Alors, comment on fait ? La question à laquelle tout le monde aimerait avoir la réponse. En pratique, il faut limiter le flux déjà des vidéos qu'on ne veut pas voir. Quelqu'un qui va aller voir un film porno, il va voir un film porno, ça le regarde. Un enfant de 10 ans qui va regarder un dessin animé et qui tombe sur une fenêtre pop-up porno, c'est problématique. Lui, il voulait regarder La Reine des Neiges ou bon, enfin. Ça existe. Ah bah oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un enfant de 9 ans tombe sur du porno. Un enfant de 9 ans ne va pas aller de lui-même sur un site porno pour regarder du porno. Il faudrait que les pouvoirs publics en prennent la mesure d'une part et qu'on poursuive ces sites qui sont des sites ouvertement délinquants. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a un quart des jeunes filles de moins de 14 ans, je crois, qui ont déjà parlé à des inconnus sur Internet. Et ces sites qui sont fondés sur la contrefaçon, qui est le produit d'appel de pouvoir diffuser du film gratuitement, se rémunèrent par toutes ces publicités. Et donc c'est tout un écosystème délinquant qui n'est pas combattu. La question qu'on s'est posée aussi, c'est faut-il interdire le X ou en limiter l'accès ? Qu'en disent les réseaux sociaux ? Voici le Story Flash d'Estelle Janjo. Les images pornographiques, c'est un peu comme les notifications. Elles nous tombent dessus sans qu'on les voie venir. Parfois même dans des lieux improbables. Mon père, président de la chorale malgache de mon église, devait utiliser son ordi pour diffuser les paroles aux gens. Première diapositive, c'est coupé par un film de boule, en plein culte et sur le rétroprojecteur. Du jamais vu. Un lieu comme les autres pour le comédien Greg Guillotin, qui aime regarder les films X partout où il va.
Des surprises comme ça, les consommateurs du X ont l'habitude de ne pas en manquer, comme en témoigne Loukoum qui se souviendra longtemps de ce porno. Je déteste les films de boules. À la base, t'es là, tu veux juste mater un truc classique, puis de vidéo en vidéo proposée, tu te retrouves à regarder un nain essayant d'enfoncer une pastèque. Bref. C'est bien connu, les sites porno empêchent les mineurs d'accéder à leur contenu. Le tout en un clic, comme ironise le fouteux. Hâte d'avoir 18 ans et d'avoir le droit de regarder des films X. Car mater un film porno est un fait universel. Le très impartial RT France nous informe que des djihadistes menacent de mort une actrice porno habillée en hijab dans un film X. Donc, comme le souligne Sheltby89, ça veut dire qu'ils regardent des films de cul. Alors, consommer du X, est-ce toujours dégradant aujourd'hui ? Alors, consommer du X, est-ce toujours dégradant ? Je vais vous poser la question à présent. Tatiana, vous êtes la fondatrice du site Les Déculottés, militante pro-sexe, consommatrice de X, revendiquée. Et vous, vous assumez, vous dites que vous appréciez le mode de domination masculine. Alors en fait, disons que ce que j'essaie de dire, c'est que finalement les fantasmes qui vont être représentés dans le X, effectivement c'est du porno qui a été plutôt conçu par les hommes pour les hommes. Et j'essaie juste de dire qu'en fait, en tant que consommatrice, on n'est pas forcément toujours victime de ça. C'est-à-dire que ces fantasmes-là peuvent parler aussi à des femmes et ce n'est pas un mal, ce qui ne veut pas dire que c'est les seuls fantasmes qui peuvent parler aux femmes ainsi qu'aux hommes. Mais c'est toujours le même modèle en fait. Est-ce que c'est pas ça le problème finalement ? Ou alors est-ce qu'il y a des films X où la femme domine l'homme ? Ça existe ça aussi ? Oui, tout à fait. Ça existe parce que si on regarde la sexualité BDSM, pour ceux qui ne connaissent pas... Pardon, BDSM ? Oui, disons, pensez 50 Shades of Grey pour faire simple, c'est-à-dire bondage, domination, soumission. Sadomaso. Sadomaso, etc. Et donc pour vous, ça ne pose pas un problème, la mise en scène comme ça d'une domination ou même souvent d'une humiliation de la femme ? En fait, moi je pense que l'image de l'homme et de la femme est en soi dégradée d'une certaine manière, mais sur le point peut-être de la mise en scène des relations sensuelles, dans le sens où peut-être on manque parfois de, je sais pas, la drague ou quelque chose qui ressemble un peu plus, disons, à ce qu'on fait dans la vraie vie. Cependant, je trouve pas qu'on puisse dire que les fantasmes que les gens ont envie de voir dégradent, parce qu'en fait ils veulent les voir, ça les excite, et donc après c'est quelque part critiquer les fantasmes des gens aussi. Donc de ce point de vue-là, pour moi il n'y a pas vraiment de dégradation. Ah, je crois aussi que ça vous excite un peu sur les réseaux sociaux, évidemment, #FlashTalk sur Twitter. Il y a par exemple Claire Dirt qui nous dit « C'est aux parents et à l'éducation nationale d'éduquer les mineurs à la sexualité. Le porno est une fiction, pas un support éducatif. » Je me tiens aux côtés d'Assé, notre cartooniste cette semaine. Comment ça va, mec ? Très bien, et toi ? Alors, est-ce que toi-même tu es consommateur de films pour adultes ? Quel âge tu as ? S'il y a juste la barbe et la moustache qui nous fait dire qu'il est majeur, ce mec, quand même. Hein. Ouais, 32 ans. Ok, c'est bien. Moi, je suis un passionné. Hein. Je le sais, je le sais. Pour l'émission, là, j'ai bien préparé. Hein. Je me suis pris à peu près un peu de temps, 27 heures, de toute la collection de Marcel. Et on dit que les jeunes ne travaillent plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dessiné, mon ami ? C'est sur le contrôle parental. C'est vrai, apparemment, c'est évoqué, c'est compliqué. Et tu as donc les parents qui sont en face du PC et la mère qui dit « Un slip pour PC, c'est tout ce que tu as trouvé ». Ok. Et il y a quand même, tu sais, comme au Moyen-Âge, voilà, il y a un espèce de verrou. Un petit verrou, un petit cadenas, ouais, quand même une ceinture de chasteté. Quoi, Et un dernier dessin assez. Pas un peu de mauvaise foi de ta part, parce que même moi, je connaissais Nikita Bellucci, mais quand tu as dit, alors apparemment, Nikita Bellucci, vous êtes actrice X, Jean-Raphaël, quoi. Bien vu. Je crois que le plus ressemblant, c'est quand même les gouttes de sueur que j'ai eu en interviewant Nikita Bellucci ou Lisa Del Sierra. En tout cas, elle reste avec nous pendant toute l'émission et ça, c'est un vrai kiff, Sonia. Alors justement, j'aimerais bien entendre Lisa et Nikita sur l'image de la femme. Est-ce que vous avez le sentiment que les films auxquels vous participez renvoient une image dégradante de la femme ou pas ? Et si oui, est-ce que c'est un problème pour vous ? Pour moi, c'est simplement une question d'interprétation. Si la personne, elle n'arrive pas à prendre assez de recul pour se dire c'est un film fait par des acteurs pour un public majeur, etc. Voilà, si la personne ne prend pas le recul, c'est son problème. Moi, je ne considère pas que je participe à la dégradation de l'image de la femme. Maintenant, quand on entend aussi qu'on fait des appels au viol, etc., et qu'à cause de nous, il y a plus d'agressions dans les rues, etc. Enfin, non.
Là, pour moi, on est en train de donner des excuses aux personnes qui se comportent de manière totalement illégale. Donc, il faut juste pas tout confondre. Et il y a un discours qui est pour moi ultra culpabilisant. Donc, quand on nous dit elle a été dans le porno parce qu'elle a été violée par son père ou battue par sa famille, etc., pas du tout. On est des personnes on est saines d'esprit, on se drogue pas comme le disait Lisa. Donc, je comprends pas en fait. Vous voulez protéger en quelque sorte la femme, mais vous nous culpabilisez. Et pour moi, ça, c'est pas concevable. Simplement. Alors, je ne pense pas que vous m'avez entendu dire ce que vous venez de dire. Simplement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre des personnes. C'est plus de 5000 personnes chaque année. Et que dans la plupart des parcours qui nous sont, quand elles nous racontent leur récit de vie, quand elles le souhaitent, on constate qu'il y a dans une grande majorité des cas, des parcours de violence dans l'enfance. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a de plus en plus de personnes qui nous disent qu'elles sont à la fois dans la prostitution et dans la pornographie, donc dans la prostitution filmée. Mais quelles personnes? Et ben des femmes que nous rencontrons. Alors, je vais pas Moi, vous donner sur les leur nom réseaux parce que sociaux, je nous vous ai les posé une protégeons. question du coup en message privé parce que je voulais Ouais, justement très bien. travailler Bah, donc dans ce on en- milieu-là. Ouais. Et je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous faites pour les actrices porno? C'est quoi votre accompagnement? Moi, je ne souhaite pas être accompagnée par le mouvement du Uni, pas du tout. Mais c'est quoi votre approche en fait? C'est de nous dire ce que tu as fait pendant 6 ans, 10 ans, etc. C'est pourri, tu as dégradé ton image, etc. Pas du tout. Certainement Nous, pas. on ne se sent Non, pas non. dégradés et on ne pense pas dégrader l'image de la femme. Par contre, plus on va nous dire tu as dégradé, tu as fait ci, tu as fait ça, oui, à un moment donné, on va se poser des questions. Sauf Alors, je pense nous, qu'il faut connaître la réalité, justement. Et Mais donc, la moi, réalité, vous je invite la à connais, venir j'ai fait 6 ans de porno. Excusez-moi, je vous invite à venir nous rencontrer. On ne leur dit absolument pas quelle est la démarche qu'elles doivent suivre. Et au contraire, on ne leur dit certainement pas qu'elles véhiculent une image dégradante de la femme, bien au contraire. En revanche, on dit que ce sont les acheteurs de sexe, les gens qui profitent de ça, les proxénètes, tous ceux qui font de l'argent sur leur dos, qui font de plus en plus des scénarios où effectivement il y a des images dégradantes des femmes, mais ça n'implique absolument, ce ne sont absolument pas les actrices qui en sont responsables, bien au contraire. Donc notre accompagnement, il est inconditionnel et là où la personne en est. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, je vais essayer d'être concise. Pour ce qui est de l'image de la femme, il y a un problème plus profond, plus ancestral. Dans le monde entier, la femme, elle questionne, la femme est maltraitée, la femme est en dessous de l'homme. Il y a bien au-delà du porno, de la prostitution, la femme pose problème, qu'on soit clair, déjà. Pour ce qui est des pratiques dégradantes, il ne faut pas oublier que dans les films X, nous acceptons de le faire. D'accord? J'arrive sur un plateau, on m'a appelé des semaines avant en me demandant si je voulais faire cette pratique, avec qui je souhaitais la faire, pour quel tarif j'allais la faire et dans quelles conditions je souhaitais la faire. Donc je ne vois pas à quel moment je suis dégradée, puisque ça peut faire aussi partie de mes fantasmes, des choses que moi j'ai envie de pratiquer. Et en tant que jeune femme qui a commencé le porno à 18 ans, je vais en avoir 33, je peux vous assurer que j'ai une sexualité extrêmement épanouie grâce au X. Qu'on soit clair, je subis beaucoup plus de violence dans mon métier d'aide-soignante au quotidien, comme peut le subir une femme qui fait caissière alors qu'elle n'a pas envie d'être caissière, comme le subit une assistante sociale, comme beaucoup d'entre vous l'ont subi, rien qu'en se levant le matin, en allant faire un travail qu'on n'aime pas, parce qu'il faut prendre sa paye. Moi, j'ai choisi d'aller faire un travail que j'aime, qui est en osmose avec mes envies, mes attentes, et qui en plus me paye. Nous, ce que nous faisons, c'est dans le cadre d'un objectif d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je suis très contente si pour vous... L'égalité, c'est de me laisser faire mon métier. pour Est-ce vous, que vous cela savez comment sont traitées les femmes dans les pays où le porno est interdit? Comment est la sexualité de ces gens dans leur pays? Vous le savez peut-être que nous ne sommes pas du tout prohibitionnistes, que ce soit pour la prostitution ou pour la prostitution filmée. Il ne s'agit en aucun cas d'interdire pour que les personnes... vous l'avez dit. Non, vous l'avez dit. L'interdiction d'achat d'actes sexuels. Mais il ne s'agit absolument pas... en France, la loi du 13 avril 2016 reconnaît qu'acheter un acte sexuel est interdit et doit être 74 l'autorise. découragé. En revanche... effectivement, nous sommes pour la dépénalisation totale de toutes les personnes qui sont en situation de prostitution, donc aussi en situation de prostitution filmée. On ne peut plus aujourd'hui pénaliser des personnes en situation de prostitution. On va passer la parole ici. Oui, là, parce Rico, que l'expression utilisée par Sandrine Goldschmidt de prostitution filmée vous a fait bondir tous les deux. Ça fait pas vendre. Ça nous a tous fait réagir. Prostitution filmée, encore une fois, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ce n'est pas ça. Nous sommes des comédiens.
Alors, on peut nous considérer comme des travailleurs ou des travailleuses du sexe, certes, mais nous sommes des comédiens. On a vraiment affaire à deux réalités totalement différentes, deux métiers, deux activités complètement différentes. Expliquez-moi quelle est la différence morale entre ces deux activités. Est-ce que la sexualité, c'est un domaine particulier qu'il faut mythifier? Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à le suivre. On a l'impression qu'il y a un impératif moral dans ce que vous dites. Bon, et après, on va faire tourner un petit peu la parole. Rapidement. Oui, les violences sexuelles, en fait, ça consiste à une violation. Le viol, c'est une violation de l'intimité. C'est le fait de subir des actes sexuels qu'on n'a pas désirés et non consentis. Et encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais à partir du moment où, dans la définition de la loi, la contrainte est un élément qui invalide le consentement, pour nous, la contrainte par l'argent est un élément qui invalide le consentement. Tout simplement. On va pas vous mettre d'accord. On va peut-être demander au public ce qu'il en pense. Ouais, évidemment. Vous aussi, vous faites votre idée en regardant Flash Talk et en participant à notre débat sur les réseaux sociaux. Je pose la question autour de moi, alors. Bon, madame, comment ça va? C'est quoi ton prénom? Marie. Comment ça va, Marie? Tu as quel âge, Marie? Oh là, 70 ans. Eh bah, très bien. Marie, t'es déjà tombée sur un film porno, toi? Non. Jamais? T'en as jamais regardé en 70 ans? Non. Non. Est-ce qu'il faut qu'on se fasse une petite séance ensemble pour regarder? Mais non, mais faut être curieux. Je suis désolée. Non. Bon, alors, ce que tu entends là sur ce plateau-là, à quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que ça te fait penser? Je m'instruis. Elle s'instruit. Il n'y a pas d'âge pour s'instruire. Hein. Je pose la question encore. Ah, bah attends, tu t'en vas. Regarde, on va venir jusqu'ici. C'est quoi ton prénom, ma chérie? Reste ici. C'est quoi ton prénom? France. France. Ouais. T'es pas sûr de ton prénom? C'est France ou pas? C'est France. France. Comment ça va, France? Je te pose la même question, ma chérie. Est-ce que tu as déjà maté un petit bout de film porno? Maté, ça veut dire... Regardez, c'est tombé. C'était à la télé. J'étais entre deux publicités. Hop, je suis tombé dessus. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, c'est pas mal, c'est pas... c'est pas mal, on apprend beaucoup de choses. Ouais, voilà, on apprend beaucoup de choses, mais sous le coup, des fois, c'est un peu choquant. Ça t'a choqué, mais en même temps, t'as appris des choses. On apprend des choses, voilà. Bon, et le débat d'aujourd'hui, là, ce qui se dit autour du tapis, qu'est-ce que ça t'inspire? Pour les jeunes, comme la dame militante, c'est aux parents d'interdire les enfants de regarder sur les sites porno. C'est tout, voilà. Je pense que j'aime pas trop parler au téléphone. C'est pas un téléphone, c'est un micro. Alors, elle est choquée comme quand elle est tombée sur le film porno. Sauf que là, c'est Flash Talk, c'est une émission citoyenne, on peut tous dire. Voilà. Donc j'ai regardé un film porno pour la première fois à 19 ans. Un ami m'avait emmené, il m'a dit ça se passe dans un couvent et c'était des bonnes sœurs. Alors attends, attention France, on est passé de je suis tombé dessus à finalement un ami m'a emmené regarder un film. Ok France, je te laisse tranquille. Hein. Voilà Sonia, je reste avec France moi. Hein. Voilà, on va se parler un peu. Et moi je suis avec Joëlle Mignot qui est avec nous aujourd'hui, psychologue, sexologue, clinicienne. Je vous ai vu tout à l'heure suivre avec beaucoup d'attention le débat entre la militante du NI et les acteurs et actrices présentes sur ce plateau. Vous vouliez réagir et donner votre point de vue. Oui, je voulais réagir parce que je voulais surtout dire que la santé sexuelle c'est aussi quelque chose de positif et qu'on a vu que c'était indissociable des droits humains. Et ça c'est vraiment important de le dire. Je voudrais dire aussi que le porno, on n'a pas beaucoup parlé du fond, de ce qui s'y passe, et qu'on confond surtout, souvent, l'excitation sexuelle et le désir. Or, dans notre vie, eh bien, nous sommes animés par le désir sexuel pour nos partenaires. Or, le porno, lui, ne fait que exciter, finalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour les enfants, ça peut être extrêmement grave, parce qu'ils ne sont pas du tout prêts et matures dans leur psychisme pour accueillir cette excitation. Donc, je pense que c'est important de faire aussi la différence entre l'excitation, le désir et, bien entendu, le plaisir. On a parlé de la question des jeunes, hein, notamment même des très jeunes qui peuvent tomber sur des images, des films à caractère pornographique. Quelles conséquences ça peut avoir pour un jeune de 12, 13, 14 ans de tomber sur ces images? Mais on a parlé d'éducation sexuelle. Alors effectivement, on pourrait penser que ça pourrait être d'une certaine façon une façon d'aborder la sexualité. Sauf que ce sont des images qui sont souvent choquantes, souvent violentes, qui mettent effectivement, on a vu les femmes dans des situations dégradantes. Donc forcément, ça construit un mode de relation à l'autre qui va être de toute façon totalement délétère pour la suite de la sexualité de cet enfant. J'ai lu qu'un jeune sur deux avait déjà tenté de reproduire une scène
qu'il avait vu dans un film porno. Et oui, c'est vrai que les jeunes, mais les adultes aussi tentent de les reproduire. Il n'y a pas que les jeunes. Alors, Le problème se pose peut-être surtout pour les jeunes. Les adultes, voilà, ils sont majeurs et vaccinés, ils font ce qu'ils veulent avec leur vie sexuelle. oui, mais sauf que ça réduit la sexualité à quelque chose de très simpliste, de très excitant. Et finalement, ça détruit aussi beaucoup le sens de la relation. Donc c'est vrai pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les adultes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui veulent prendre position sur cette question? Est-ce qu'il y a des filles qui veulent parler de ça? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Quel âge vous avez? Je m'appelle Danae, j'ai 25 ans. Moi, je tenais à partager le fait que j'ai déjà eu des relations sexuelles avec des gens qui consommaient du porno et qui savaient très bien faire la différence entre le porno et la réalité. Et je pense que c'est peut-être, effectivement, au début, on se dit j'ai envie de tenter de reproduire, mais très vite, on comprend que c'est totalement différent et que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit dans les films. Voilà. C'est important de le dire, parce que souvent, surtout dans les esprits jeunes, eh bien, la pornographie est le modèle. Et ce n'est pas un modèle, c'est simplement, effectivement, un fantasme. Je me tiens aux côtés de notre philosophe et essayiste que vous connaissez déjà dans Flash Talk puisqu'on l'a déjà reçu, Vincent Cespedes, qui est lui-même l'auteur du livre Les hommes expliqués aux femmes, qui est paru chez Flammarion. Tu as assisté aussi à toute l'émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? J'ai envie de dire que ce qui m'importe, moi en tout cas, c'est la consommation, c'est les consommateurs. La pornographie donne des normes de comportement. Par exemple, je pose la question à tous les garçons qui sont ici. Quand vous vous masturbez, est-ce que vous avez des images de pornographie dans la tête pour vous aider ? Vous avez vu comme ça pollue vos fantasmes. Et même quand vous faites l'amour, pour ceux qui font l'amour à leur petite copine, je suis sûr que vous avez aussi, si on parle très franchement entre mecs, en tout cas c'est ce qui me revient, des images de pornographie dans votre tête. La pornographie, par ces images fortes, parce qu'elle joue sur les pulsions, contamine notre imagination. À tel point qu'en Allemagne, le Parti social-démocrate veut subventionner une pornographie féministe pour dépolluer l'imaginaire des jeunes et puis faire des messages de prévention. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les loverboys en banlieue. Les loverboys, c'est quoi? C'est les réseaux de cannabis, c'est les réseaux de drogue qui se disent il y a plus de fric à se faire en prostituant nos petites copines. Ils vont les chercher à l'école, dans un chantage affectif hyper pervers. Ils les amènent à la prostitution. Ils font des films, alors là, en dehors de toute légalité. Ça s'appelle les loverboys. C'est un phénomène très inquiétant. Et vous avez des gamines de 15 ans, 16 ans qui se retrouvent sur le marché de la prostitution très dure. On a des filières, des gangs qui sévissent en France et qui font aussi de la pornographie. Je pense que vous les combattez évidemment. La pornographie, il faut la découliser, montrer que c'est ringard et que l'amour, ça se décline, l'amour sexuel, ça se décline avec de la poésie. Donc oui à la poésie, l'amour est une affaire de littérature et les fantasmes, c'est une affaire de littérature. Et je respecte tout à fait votre travail parce que vous amenez cette part de poésie que la pornographie américaine ou allemande n'amène pas. Merci beaucoup Vincent. Alors est-ce que le porno c'est ringard? On a parlé de domination masculine, d'image de la femme. Et dans le porno gay, ça se passe comment? Alexis Tivoli, bonjour. Vous êtes acteur amateur, hein, c'est ça, de porno gay depuis 4 ans maintenant. Vous vous consacrez à cette activité à plein temps. Quelle image vous avez du porno en général? Et est-ce qu'il y a une différence entre le porno hétéro et le porno gay? Alors je pense que la principale différence qui existe entre le porno gay et le porno hétéro est évidente, c'est le fait qu'on est majoritairement entre hommes, seulement entre hommes. Donc il y a peut-être cet esprit de fraternité, d'entraide et moins ce côté de dominant qu'il peut y avoir dans le porno hétéro. On est moins considérés comme des objets sexuels que potentiellement les femmes dans le porno hétéro. C'est plus égalitaire, c'est plus équilibré. Il y a moins de rapports sur de domination, soumission, ou du moins pour des gens qui sont néophytes, il y aura moins ça comme premier rapport, comme première visibilité, comme première lecture. Moi, je suis en train de me balader ici, place de la Bastille, puisque l'émission Flash Talk se tourne aujourd'hui à Paris. D'ailleurs, je vous le redis, l'émission s'appelle Flash Talk. Elle ne s'appelle pas Hashtag, elle ne s'appelle pas Talk Show ou je ne sais quoi. Ça s'appelle Flash Talk. Et merci en tout cas d'être de plus en plus à nous regarder partout ici en métropole et aussi dans les Outre-mer. Mes amis, aussi sur le hashtag Flash Talk, il y a Off. Qu'est-ce que c'est que ce nom chelou? Regardez. OffPCE, voilà, qui nous dit « Même si de plus en plus de femmes regardent le porno, une grande majorité de ces films se focalisent sur le désir et le plaisir masculin. » Ou encore Poiradox qui nous dit « Ce n'est pas censé être une représentation réaliste de la sexualité. Le porno est de toute façon une mauvaise image des rapports sexuels entre quelques sexes / genres. Que ce soit donc dire c'est dégradant, c'est comme dire l'eau, ça mouille. » Votre avis, on l'attend sur les réseaux sociaux. Je me balade place de la Bastille. Comment ça va, mademoiselle? Très bien. C'est quoi ton prénom? Yveline. Ça va, Yveline? Mais pourquoi tu n'as pas rejoint le plateau? Tu fais ta timide, c'est ça? Non, j'ai un rendez-vous. Bon, d'accord. Où est-ce que tu vis, Yveline? Dans le 77.
C'est pas les Yvelines, ça, hein. Non. C'est un jeu de mots pourri quand même. On parle de pornographie ici sur le plateau de Flash Talk, une émission de débat dans la rue. Est-ce que toi-même, t'es tombé déjà sur un film porno ou tu en regardes toi-même? Je tombais, oui, regardais, non. Tu vas pas faire la démarche toi-même d'aller... Non. Est-ce que c'est honteux de regarder du porno? Non. Non plus. Mais moi, ça m'intéresse pas. Quelle image tu as de l'industrie du porno, toi? Des actrices, des acteurs, des films? Peut-être que la femme n'est pas toujours très écoutée avec ses désirs et ses besoins. C'est plutôt le besoin de l'homme que le besoin de la femme. C'est plus ça. Bon, je retourne avec tout ça sur mon tapis, Evelyne. Merci beaucoup. Je t'ai pas mis en retard, j'espère, hein? Super. Raphaël, je suis avec John Birutz. Bonjour John, vous êtes réalisateur et producteur de Film X depuis 1994. Vous vous posez en défenseur de la pornographie, de l'industrie du porno face à un fait majeur de ces dernières années. C'est évidemment, et on va en parler un peu plus en détail dans un instant, le développement du porno amateur et des webcams. Et alors vous dites carrément, le porno aujourd'hui, il est mort. Moi, je suis entré dans le porno parce que c'était une activité artistique, parce que c'était à la fois du cinéma et un truc qui me fascinait, la sexualité. Je suis l'héritier du porno des années 80, qui était un peu de gauche, un peu harakiri, un peu polémique et drôle et cinéphilique. Et puis ce porno-là, activité artistique, se fait aujourd'hui écraser par des groupes, des trusts internationaux américains, MindGeek, etc., qui ont tout pillé, tout mis à disposition gratuitement, sans aucun contrôle d'accès. Et je regrette parce que toute cette partie artistique, toute cette partie créative, toute cette partie... on en parle de moins en moins, quoi. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, seulement 6 boîtes de production, c'est ça, font tourner l'économie dite traditionnelle du X, et une dizaine d'acteurs masculins seulement vivent de ce métier. Aujourd'hui, oui, en France, on se compte maintenant sur les doigts de quelques mains dans ce métier. Il y a encore 15 ans, il y avait plusieurs dizaines, centaines de boîtes de production. Aujourd'hui, il y a quelques survivants, plutôt mal en point. Ouais. Et est-ce que cette évolution a contribué aussi à une diffusion d'images beaucoup plus trash? Absolument, parce que ces groupes MindGeek, etc., qui possèdent YouPorn, Pornhub, etc., non seulement ils ne respectent pas la propriété intellectuelle, ils volent les vidéos pour les mettre en ligne. Quand je fais une vidéo, le lendemain, elle est vue par des centaines de milliers de personnes alors qu'elle a été volée, il faut le savoir. Donc, si vous allez sur les tubes, vous consommez de la pornographie volée. Déjà, première chose. Deuxièmement, ils se foutent totalement du contrôle d'accès et de la protection des mineurs. Et aujourd'hui, c'est la règle. C'est-à-dire que le porno appartient à des groupes internationaux qui utilisent des méthodes de bandits, quoi. Et c'est vraiment dommage. Si vous nous rejoignez tout de suite sur François et LCP, l'émission s'appelle Flash Talk. Aujourd'hui, on parle de la pornographie, des films porno et puis de tout cet écosystème. On va parler dans un instant justement du phénomène des camgirls, X amateurs, une espèce de branche comme ça. Mais avant ça, les filles qui étaient sur le plateau avaient envie de nous dire quelque chose. Mais tu as déjà parlé, toi. C'est quoi ton prénom, toi? Wendy. Ça va, Wendy? Ça va très bien. Toi, tu voulais revenir sur un truc? Oui, exactement. En fait, on voulait dire que ça ne sert à rien d'interdire le porno, du fait que ça sera plus attractif, en fait. La raison, c'est totalement ça, en fait. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est interdit, surtout nous, les enfants, enfin les jeunes, les jeunes... Tu es un grand enfant quand même. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va vouloir en chercher plus, on va vouloir savoir c'est quoi. Alors que si c'est un minimum accessible, ça sera plus cette valeur aussi, pas sacrée, mais vous voyez ce que je veux dire, genre, il en faut de tout pour faire le monde, en fait. Et je pense que ça nous éduque pas, mais au moins ça nous montre c'est une possibilité de s'échapper un peu. Vous voyez comment, voilà, il faut tout pour faire un monde. Faut-il aussi du X amateur, pipe show sur Internet avec les camgirls amateurs, justement, des jeunes femmes qui cherchent à gagner de l'argent facilement, entre guillemets, sans mesurer les conséquences. Témoignage d'une camgirl dans cette rubrique signée Estelle Janjo, #camgirl. Bonjour. Bonjour Adixia, merci de nous recevoir. Je vous en prie, entrez. Alors déjà, je vais commencer par me mettre ma petite tenue sexy. Je trouve que c'est plus accueillant de voir une femme avec de la belle lingerie qu'habillée en survêt. Par jour, je fais environ 5 heures de connexion. Alors là, je suis en public. Là, je branche ma cam pour que les clients puissent me voir. Voilà. Donc là, c'est moi. Et ensuite, les clients, dès qu'il y a un client qui arrive, je les vois arriver ici. Bonjour, bonjour.
Ma tenue doit sûrement lui plaire, donc il me donne un petit pourboire. Re-Loru. Alors, comme ça, tu voulais voir mes seins? Merci ma belle. Une très belle. Je t'en prie, avec plaisir. À bientôt. Donc lui paye 150 € et moi je touche sur les 150, 75 €. Voilà. Là, je vais me déconnecter parce que j'ai ma petite fille à aller chercher pour faire le goûter, non pas très longtemps. Donc là, je leur dis au revoir et que je serai là ce soir. Et Adixia est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour Adixia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi tout ce débat du jour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé, vous, à faire ce job-là, ce métier, on dit, c'est ça, camgirl? Oui, c'est une activité, quoi. Je prends ça comme une activité parce que de base, moi, je suis coiffeuse. Donc voilà. Et puis avec mon compagnon, on a fait du libertinage. Donc lui m'a emmené vers le libertinage. C'est comme ça que j'ai découvert l'activité de camgirl. Et comme j'avais besoin d'argent en plus, je me suis retrouvée au chômage suite à mon accouchement. Bah, du coup, voilà, et j'ai lié l'utile à l'agréable. C'était à la fois une manière de gagner votre vie et de pratiquer une activité qui vous plaît. Est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez par mois? Franchement, c'est variable. Après, ça dépend vraiment de chaque camgirl. On peut gagner de 100 € jusqu'à 8000 €. Il n'y a vraiment pas de... Ça dépend des heures de connexion, si on est régulière, si on sait se réinventer à chaque fois des nouvelles tenues, de la nouvelle lingerie. Et Jonathan, quel regard vous portez sur l'activité de votre compagne? Moi, comme moi vous a dit, j'ai pas trop de soucis avec la sexualité puisque j'étais déjà libertin avant même qu'on était ensemble. Après, je connais aussi ma femme et je sais les limites qu'elle se met. Et puis ça me fait plaisir aussi. Je suis pas là pour lui mettre des barrières à ses envies. Je lui ai permis de faire ce travail-là. Tous les hommes qui se connectent avec vous sont majeurs. Vous avez un moyen de le vérifier? Alors nous, on ne le vérifie pas, mais on est très encadré. En fait, moi, je travaille sur un site qui s'appelle Désircam. Donc déjà, c'est le seul site qui est francophone, donc il n'y a que des Françaises. Et généralement, quand les clients s'inscrivent, même si, admettons, il est mineur, on s'en rend compte. Donc à ce moment-là, on peut couper le privé et on en parle au responsable. Et à ce moment-là, il est viré du site. Est-ce que vous avez l'impression d'être exploité sexuellement? Est-ce que vous avez l'impression de faire de la prostitution filmée, comme l'expression qu'employait tout à l'heure la militante du NI? Alors moi, il y a des sujets qui me choquent parce que je pense qu'on est dans un pays libre. On a quand même le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps. Si on est à l'aise avec notre corps et qu'on n'a pas de problème et qu'on aime ça, je vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage aujourd'hui. Les filles, les garçons, on va aussi parler de reconversion. Lisa, alors toi, tout à l'heure au début de l'émission, tu nous as dit t'être arrêtée un petit peu et puis essayer d'être aide-soignante aussi, mais être retournée dans le X. Pourquoi la reconversion est si compliquée que ça? La reconversion est compliquée parce que j'ai pas fait actrice X à moitié. Évidemment, on me reconnaît très rapidement. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de passages. Le passage à l'école, parce qu'avant de me reconvertir, il a fallu que je me forme. Le passage à l'école a pu être difficile parce que dans une promo de 60 élèves entre 18 et 25 ans, évidemment, je ne suis pas passée inaperçue. Mais alors c'est comment? Tu rentres dans l'amphi et... Eh ben, les gens se retournent et ils chuchotent. Après, j'ai la chance qu'on ne soit pas venu me voir. On n'a pas remis en question mes pratiques. On ne m'a pas dévalorisée en tant que professionnelle de santé. Mais évidemment, on sent qu'il y a un malaise. Et pourtant, ça me plaît beaucoup. Voilà. Est-ce que toi, tu continues à tourner alors? Oui, j'ai repris les tournages il y a 1 an, tout en travaillant. Je ne veux pas laisser mon métier d'aide-soignante, j'aime ça. Maintenant, c'est difficile. On se sent exclu. On ne tisse pas de lien avec son équipe. On fait super attention à ce qu'on fait. On a le syndrome de l'illégitimité, le syndrome de l'imposteur. Et je change de travail à peu près tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je dois changer de lieu. C'est terrible en tout cas, mais merci en tout cas pour ce témoignage de vérité et d'honnêteté. Et aussi pour conclure cette émission, on va aller voir évidemment notre comedy manager et également notre cartooniste cette semaine. Il y a Damien aussi, hein, évidemment, qui est là. Damien, on a reçu plein de choses, mon Damien. Hein. Plein de messages, effectivement, je suis en train de voir. Je suis d'accord parce que l'industrie du porno, ce n'est pas l'éducation et du divertissement. C'est comme dire qu'on apprend à conduire avec Fast and Furious et qu'on apprend à jouer au foot avec Olive et Tom. C'est Kevin Bull qui dit ça sur Twitter. Et puis sinon, on a fait un sondage sur Instagram. On a demandé, la pornographie est-elle mauvaise pour la santé? Allez savoir pourquoi. 94% des gens ont dit non. Il y a quand même 6% qui trouvent que c'est mauvais pour la santé. Attends, montre-nous ça à la caméra là, pendant que je lis d'autres tweets qui sont arrivés, parce qu'il y en a eu beaucoup. Iris par exemple qui nous dit pourquoi être choqué de la pornographie alors que c'est ce qui nous permet en quelque sorte de se former sexuellement parlant. Ou encore Gabriel qui nous dit je suis tombé sur un porno il y a 2 ans, j'ai 16 ans,
Le problème est qu'il y a trop de préjugés sur le porno et tout n'est qu'une question de s'informer. C'est du ressort des parents de surveiller leurs enfants. Évidemment, vous pouvez continuer à nous balancer des tweets et des commentaires sur les réseaux sociaux pendant qu'on va mater les dessins d'Assez. Ça va, camarade? Ça va bien, ouais. Alors, premier dessin. Premier dessin, c'est la réaction par rapport à ce que disait Vincent Cespedes. Je l'ai trouvé très érudit quand même sur le porno. Alors je l'ai fait dire, comparé au porno hongrois, le porno islandais propose une lecture beaucoup plus brutale de la sexualité depuis 1971 et les premiers films de Milos Boob. Et les gens qui disent derrière, il s'y connaît vachement bien pour un mec qui trouve le porno ringard. Donc ça, ce sera pour lui. C'est vrai qu'il s'y connaissait bien, Vincent, mon petit coquin, alors. Après, porno et éducation sexuelle, on voit un jeune qui dit coït. Moi, je connais BDSM, BBC, porn, teen, POV, mais coït. Ok. Puis peut-être, j'ai pensé à la reconversion aussi, reconversion des acteurs porno, donc à Pôle emploi, quoi, imaginons. Puis vous avez un CV long comme le bras. Voilà. Voilà, double sens. On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour capter cette vanne. C'est de la poésie, quoi. Moi, je suis un poète. Hein. Et t'as un dernier dessin ou pas? Si tu Allez, un tout dernier avant que je retrouve Sonia. Un tout dernier, le porno inutile à la santé, et puis un jeune qui dit ouais. Avec le poignet cassé. Et je te jure assez que c'est vrai. Quand j'ai posté moi sur mon Instagram justement les thèmes du débat, j'ai des copains humoristes qui m'ont envoyé cette vanne. Mais tous, c'est-à-dire que vous avez les mêmes vannes à un moment, les gars. Allez, on se quitte avec un tweet de fin, mon cher Rafale. Est-ce qu'une actrice porno qui tombe enceinte, ça peut être considéré comme un accident de travail? Ah, très bien. C'est Manu qui nous poste Merci, Manu. cette blague. Merci Manu. Il n'est pas sur le plateau, Manu, qu'on l'envoie au coin. Non. Ok, en tout cas, vous le savez, hein, évidemment, le débat continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Et on se retrouve la semaine prochaine sur François et la chaîne parlementaire. Merci à tous d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. À Salut. très vite. Bye bye. Thank you.